Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un petit tracas domestique assez courant, voire redouté, la canalisation qui se bouche. Et on va voir comment un outil au nom un peu étrange, le furet, peut nous sortir d'affaire. Pour cette exploration, on s'est basé sur un guide pratique qui explique justement comment utiliser cet outil. L'objectif, c'est de comprendre comment choisir le bon, comment s'en servir, et surtout, comment le faire sans abîmer ses tuyaux. Ah oui, c'est une situation très fréquente. L'évier qui se remplit, la douche qui déborde, et on a tout de suite envie de régler ça soi-même. Le furet, ça paraît être la solution évidente, accessible, mais faut savoir s'en servir, c'est sûr. Exactement. Alors, justement, commençons par le début. Ce furet, qu'est-ce que c'est précisément? Pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, ça ressemble à quoi? Alors, en gros, c'est une longue tige en métal, mais une tige souple. Souvent, c'est un câble fait de fils d'acier torsadé, ce qui lui donne cette flexibilité pour passer les coudes dans les tuyaux, vous voyez. Mhm. Et au bout, il y a la partie active, celle qui va s'attaquer au bouchon. Ça a souvent une forme de tire-bouchon pour essayer d'agripper les saletés ou parfois une petite brosse métallique pour les décomposer un peu. D'accord. Et l'autre extrémité, c'est là qu'on a cette fameuse manivelle, c'est elle qui actionne le tout. C'est ça. L'autre bout, il y a une manivelle et c'est en la tournant qu'on fait tourner toute la tige, même à l'intérieur de la canalisation. C'est cette rotation, plus la forme du bout, qui va permettre de déboucher. Enfin, on verra comment exactement. Mais le guide qu'on a consulté, il dit bien qu'il y a plusieurs sortes de furets. Comment on s'y retrouve? J'imagine que c'est pas le même outil pour un lavabo que pour les toilettes, par exemple. Non, effectivement, c'est une bonne remarque. Le choix, il dépend vraiment de l'endroit où ça bouche et un peu de ce qu'on pense être la cause. Le guide les classe assez bien d'ailleurs. Le plus basique, celui qu'on trouve partout en bricolage, c'est le furet dit classique. Juste la tige souple, parfois elle a une gaine en plastique pour protéger un peu, l'embout en tire-bouchon et la manivelle. C'est l'outil standard pour les bouchons pas trop profonds, dans un lavabo, une douche, un évier. Pour un usage à la maison, ponctuel, souvent ça suffit. Ok. Donc pour les cheveux dans la douche, les restes de savon, ce modèle simple, ça peut faire l'affaire. Pas la peine de chercher plus compliqué au début. C'est ça. Ensuite, il y a une version un peu plus pratique, disons, Mhm. le furet à tambour. Là, le câble, il est rangé enroulé dans une sorte de boîtier rond, le tambour. On le sort à la longueur qu'on veut et on le rembobine de dedans. Ça évite que le câble traîne partout, qu'il se torde. Ah oui, je vois. Le guide dit que c'est parfois plus facile à manipuler, surtout si on n'a pas l'habitude. Ça regroupe tout, brosse, câble, manivelle. D'accord, plus propre peut-être aussi. Et si le bouchon semble plus coriace? Ou plus loin dans le tuyau. Alors là, on passe à une autre catégorie, le furet dégorgeoir. Il est fait pour être plus long, plus costaud. Lui, c'est plutôt pour les gros tuyaux, comme l'évacuation des toilettes ou si le bouchon est vraiment loin dans la colonne principale. Il a plus de force, si on veut. Et il y a aussi le furet électrique, mentionné comme l'outil des pros. Oui, le furet électrique. Bon, là, c'est autre chose. C'est un moteur qui fait tourner le câble qui est dans un tambour. C'est puissant, oui, très efficace, mais c'est vraiment pour les plombiers. Ça demande un coup de main parce que ça peut aussi faire des dégâts si on ne le maîtrise pas. Pour un particulier, c'est rarement justifié. Donc si on récapitule pour le choix. Pour les petits bouchons du quotidien, genre lavabo ou douche, un furet manuel simple, le classique, c'est a priori le bon point de départ. Ça évite de se compliquer la vie ou de dépenser pour rien. C'est bon à savoir. Alors, autre point qui m'a interpellé dans le guide. Avant même d'envisager de sortir le furet, il insiste beaucoup, mais vraiment beaucoup, sur le siphon. Nettoyer le siphon d'abord. Pourquoi c'est si capital? On serait tenté d'aller direct au furet, non? Tu as tout à fait raison. Le siphon, vous savez, ce tuyau en forme de U ou de S juste sous l'évacuation, sa fonction première, c'est de garder un peu d'eau dedans, la garde d'eau, pour bloquer les remontées de mauvaises odeurs des canalisations. Oui, ça je vois bien pour les odeurs. Mais le rapport avec le bouchon. Eh bien justement, cette forme en coude qui bloque les odeurs, c'est aussi un piège parfait pour tout ce qui est solide ou semi-solide. Les cheveux qui s'en mêlent, le savon qui durcit, les petits restes de nourriture dans l'évier, tout ça a tendance à s'accumuler juste là, dans le coude. La plupart des bouchons domestiques, ils sont là, ou au moins ils commencent là. Ah, d'accord. Donc en fait, rien qu'en nettoyant le siphon, on pourrait régler le problème. Très souvent, oui. C'est pour ça que c'est la toute première chose à faire. Et c'est simple, hein. On met une bassine ou un seau dessous, très important, sinon c'est l'inondation assurée sous le meuble. Classique. Ensuite, on dévisse les bagues, les écrous qui tiennent le siphon. Ça vient parfois à la main ou avec une pince multiprise, mais attention, sans forcer comme un fou.
On enlève le siphon, on le vide, attention, c'est rarement très joli ce qu'il y a dedans, et on le nettoie bien. Une vieille brosse à dents, de l'eau chaude, du savon. Et une fois qu'il est propre comme un sous-neuf, on remonte et on regarde ce qui se passe. Exactement. On le remet en place, on vérifie que les joints sont bien positionnés, on resserre les bagues mais modérément, et là, on ouvre le robinet. Si l'eau file sans problème, bingo, pas besoin de furer. C'est une étape qui économise souvent du temps et de l'énergie. Et si ça ne marche toujours pas? Si l'eau stagne toujours alors que le siphon est propre, là, on a la confirmation. Le bouchon est plus loin dans la canalisation. Et le nettoyage du siphon, il n'était pas inutile. Il a servi de diagnostic en quelque sorte. Logique. Bon, le siphon est propre, il est remonté, mais l'eau ne veut toujours rien savoir. Elle s'écoule mal, voire pas du tout. C'est là qu'on dégaine le furet. Alors, comment on procède concrètement d'après le guide? On l'enfonce juste comme ça? Non, il y a une méthode. Pour être efficace et surtout pour ne rien abîmer. D'abord, on prépare l'outil. Pour un furet simple, on déroule un peu de câble. Puis, on glisse l'extrémité, le tire-bouchon ou la brosse, dans le tuyau, là où le siphon était branché. Ou directement dans le trou de la douche, si le siphon n'est pas démontable. Et on pousse jusqu'à sentir que ça bloque. On pousse, mais doucement. La tige est faite pour être souple, pour suivre les courbes. Il faut avancer, avancer, jusqu'à ce qu'on sente une résistance nette. Ça y est, on a trouvé le bouchon. Là, c'est crucial de ne pas bourriner. On a juste repéré l'ennemi. Et c'est là que la manivelle entre en jeu. J'imagine qu'il suffit pas de tourner frénétiquement, hein. Le guide donne une technique particulière, c'est ça? Oui, la force brute, c'est rarement la bonne approche en plomberie. Une fois qu'on est contre le bouchon, il faut commencer à tourner la manivelle. De manière régulière, plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre. Le but, c'est soit que le tire-bouchon s'enfonce et s'accroche dans le bouchon, s'il est fait de cheveux par exemple. Oui. Soit que la rotation commence à le casser, à le désagréger s'il est plus compact. Mais juste tourner sur place, ça suffit pas toujours, j'imagine. Exactement. Et c'est là qu'intervient la technique clé que le guide met en avant. Mhm. Il faut combiner la rotation avec des petits mouvements de va-et-vient, c'est-à-dire on tourne, on pousse un tout petit peu pour essayer de pénétrer le bouchon, puis tout en continuant de tourner, on tire légèrement en arrière, puis on repousse doucement. Ah, je vois. Ce mouvement combiné, pousser, tirer en tournant, c'est beaucoup plus efficace. Ça aide à casser le bouchon ou à vraiment bien l'accrocher au bout du furet pour pouvoir le sortir ensuite. Ça demande un peu de doigté, de sentir ce qui se passe au bout. D'accord. Tourner et travailler le bouchon avec ses mouvements. Et on sait qu'on a gagné quand, quoi? Quand on sent que ça passe? Oui, on peut le sentir de plusieurs façons. Soit, d'un coup, la résistance disparaît, ça veut dire que le bouchon s'est cassé et qu'il est parti plus loin, ou qu'il va partir quand on remettra l'eau. Soit, en tirant doucement le furet vers soi, toujours en tournant un peu, on sent qu'on ramène quelque chose, l'amas de saleté accroché au bout. Ok. Une fois qu'on a cette sensation que c'est libre, ou qu'on a sorti le bouchon, on retire le furet complètement. Mais doucement, pour pas redécorer la salle de bain et ce qu'il y a au bout. Logique. On retire le furet, on nettoie un peu le chantier, on remonte le siphon qu'on avait démonté. Et là, moment de vérité, le test final. Absolument indispensable. On fait couler l'eau. D'abord un petit filet, puis on augmente le débit, et on vérifie deux choses. 1. Est-ce que ça s'écoule bien, vite? Et 2. Très important, est-ce qu'il y a des fuites au niveau du siphon qu'on vient de remonter? Une petite goutte qui perle, ça arrive. Souvent, il suffit de resserrer un peu les bagues, à la main ou avec la pince, mais sans écraser le plastique. On arrive à la partie peut-être la plus importante pour éviter les catastrophes, les précautions. Manipuler cette tige en métal dans des tuyaux parfois vieux en plastique, ça peut faire un peu peur. Quels sont les pièges à éviter absolument pour ne pas aggraver les choses, selon notre guide? Oui, c'est vraiment le cœur du sujet. Déboucher, c'est bien, mais sans rien casser, c'est mieux. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Plusieurs points de vigilance. Premièrement, faire attention au matériel des tuyaux. Le guide met en garde contre les furets trop durs ou utilisés trop violemment, surtout dans du PVC. Le plastique, surtout s'il est ancien, ça peut devenir cassant. Un coup de furet un peu brusque et hop, on peut le fissurer ou même le percer. Et là, bonjour la réparation.
C'est la hantise, ça crée une fuite qu'on ne voit même pas derrière le mur. Exactement. D'où la deuxième règle, la règle d'or absolue. Ne jamais, jamais forcer. Si le furet bloque sur quelque chose de vraiment dur, qui ne cède pas quand on pousse modérément en tournant, il faut arrêter. Ça peut être un coude très serré, un défaut dans le tuyau ou un bouchon hyper compact, du calcaire, un objet tombé dedans. Essayez de passer en force à ce moment-là, c'est la quasi-certitude de casser quelque chose. Ok, donc si ça bloque dur, on n'insiste pas. Non. Le guide dit retirez un peu le furet, changez un peu l'angle, réessayez doucement. Si ça ne passe toujours pas, il faut accepter que ce n'est peut-être pas possible avec cet outil ou par soi-même. La patience et l'écoute, donc. Pas de précipitation. Tout à fait. Troisième point, tournez la manivelle doucement, régulièrement, pas par à-coups. Laissez le temps à l'outil de faire son travail. Quatrièmement, faire attention dans les coudes. Pour aider la tête du furet à passer un angle sans accrocher, le guide recommande de bien combiner la petite poussée vers l'avant avec la rotation continue et lente. Ça aide la tête à trouver le bon chemin. Le guide parle aussi d'un petit truc pratique, pour la propreté, mais pas seulement. Oui, un conseil tout bête mais utile. Avoir un chiffon à portée de main. Quand on retire le furet, on l'essuie au fur et à mesure qu'il sort du tuyau. Ça évite d'en mettre partout, c'est plus propre pour travailler. Et ça permet aussi de mieux voir ce qu'on a éventuellement ramené au bout. Et bien sûr, après, il faut bien nettoyer le furet et surtout bien le sécher avant de le ranger, sinon il va rouiller et il sera moins efficace la prochaine fois. Et alors, le scénario noir, pire. Si, malgré toutes ces précautions, la méthode douce, la patience, ça reste bouché. Ou pire, si le furet lui-même se coince dans le tuyau et ne veut plus sortir, qu'est-ce qu'on fait? Là, le message du guide est très clair, on arrête tout. Surtout, on ne s'acharne pas. Essayer de tirer comme un malade sur un furet coincé, c'est le meilleur moyen de casser le tuyau ou le furet lui-même à l'intérieur. Le risque de provoquer une vraie inondation, des dégâts importants et coûteux, il est bien réel. Donc on ravale sa fierté de bricoleur. Exactement. La sagesse, c'est de reconnaître que là, ça dépasse les compétences du dépannage maison. Il faut appeler un plombier professionnel. Lui, il aura non seulement l'habitude, mais aussi des outils plus performants si besoin. Un furet électrique plus puissant, une caméra pour voir ce qui se passe, parfois même un système à haute pression. Il saura régler ça sans tout démolir. Bon, après toute cette discussion, qu'est-ce qu'on retient de cet art du débouchage au furet? On voit que c'est un outil qui peut être vraiment utile, qui peut éviter de faire venir un pro pour un petit bouchon courant. Oui, absolument. C'est un bon allié potentiel. Mais comme le dit bien notre source, il faut l'utiliser intelligemment. Le succès, ça tient vraiment au respect des étapes. Choisir le bon modèle, ne pas zapper l'étape du siphon, elle est cruciale, et surtout manipuler l'outil avec beaucoup de prudence. La douceur et la patience, on dirait que c'est plus important que la force brute finalement. C'est exactement ça. Y aller doucement, sentir ce qui se passe dans le tuyau grâce au furet, ne jamais forcer si ça résiste trop, bien appliquer la technique de rotation et de va-et-vient, et, point fondamental, savoir où sont ses limites. Savoir dire stop avant de faire une bêtise, c'est aussi une compétence. Il vaut mieux parfois payer un plombier que de devoir payer des réparations bien plus chères après s'être acharné. Et ça nous amène à une petite réflexion pour finir, qui va un peu au-delà de la plomberie. Cette situation, somme toute banale, du petit dépannage à la maison, ça nous interroge sur notre rapport au faire soi-même, au DIY comme on dit. Jusqu'où c'est pertinent de vouloir tout régler seul, avec un tuto et un outil doux? Et à quel moment est-ce que faire appel à un expert, ce n'est pas un aveu d'échec, mais au contraire la décision la plus sage, et peut-être même la plus économique au final? C'est une question intéressante à garder en tête la prochaine fois qu'un petit grain de sable viendra gripper la mécanique bien huilée de notre quotidien.